connaissance, on ne peut pas se parler à distance, mais vous poserez la question, bon, combien je pourrais avoir de cannabis à la maison? Alors, vous avez un patient qui vous demande là c'est légal, fait que je peux en avoir combien chez nous? Je peux fumer dans mon appartement? Est-ce que je peux avoir des plants? Donc, juste un instant, j'ai un petit... OK. Fait que juste pour se rafraîchir la mémoire là, au niveau de la loi, donc, vous savez, chaque province avait le droit aussi d'adapter la loi. Fait qu'au niveau du Québec, c'est un projet de loi 157 qui encadre le cannabis. Donc, ce qui est vraiment dit, c'est que c'est interdit chez les mineurs. C'est un maximum de 30 grammes séchés qu'on peut avoir dans les lieux publics, maximum 150 grammes à la maison. C'est interdit dans plusieurs lieux, hein, surtout, entre autres, tous les lieux scolaires, garderies, centres de détention, etc. On ne peut pas avoir de plantes à la maison. Donc, ça, c'est différent de la loi fédérale, mais au Québec, le gouvernement a décidé qu'on ne peut pas avoir de culture personnelle. Puis, quand la loi est passée au mois d'octobre, les propriétaires de logements avaient 90 jours pour modifier le bail pour interdire la consommation de cannabis. Donc, un propriétaire a le droit de demander à ses locataires de ne pas consommer à l'intérieur du bâtiment. Il y a justement aussi un encadrement au niveau de la publicité et de la promotion. Au niveau de la restriction de l'usage, ça suit vraiment les mêmes endroits que pour ceux qui sont interdits pour la cigarette. Au travail, un employeur peut l'interdire, puis la vente doit se faire exclusivement via la SQDC. Il y a également un fonds de prévention de recherche en matière de santé du cannabis qui a été mis sur place. Donc, l'objectif comparativement à la SAQ, qui est vraiment de faire du profit avec la SQDC, c'est supposé d'aller dans des fonds pour la meilleure recherche et la prévention. Puis, il y a des infractions et des amendes prévues par la loi là, si on contrevient à cette loi-là. Si on revient maintenant à la prévalence de l'usage de cannabis. Encore là, je vous pose la question. Des fois, on l'apprend et on l'oublie, mais dans la population générale, si on demande combien de personnes ont consommé dans la dernière année, combien de pourcents vous pensez des oui? Si on s'intéresse aux 15-17 ans et aux 18-24 ans. Alors, ce qu'on voit dans la dernière étude qu'on a eue de 2014-2015, les 15 ans et plus, la population, c'est 15 % qui disent avoir pris du cannabis dans la dernière année. C'était plus qu'en 2008. Et vous voyez, j'ai amené des questions en plus sur les jeunes parce que c'est les plus grands consommateurs. Donc, les 15-17 ans, à peu près 30 %, puis plus de 40 % des jeunes adultes. Vous voyez, après ça, à partir de 25 % ça diminue, puis les autres tranches d'âge, ça continue à diminuer. Et la fréquence, à peu près là, 25 %, donc 1 sur 4 consomme au moins à tous les jours, puis 1 sur 10 à toutes les semaines, 1 sur 4 à toutes les semaines et 1 sur 10 à tous les jours. Si on compare aux autres drogues, par exemple, chez les élèves seulement du secondaire, il y a à peu près 17 % des jeunes qui ont essayé autre chose, que ce soit le speed qui est bien populaire, mais toute autre drogue que le cannabis. Puis l'âge de début, vous voyez, l'alcool, souvent c'est ce qui a commencé le plus tôt, en moyenne vers 13 ans et demi, et le cannabis vers 14 ans, pour ceux qui commencent au secondaire. Ici, c'est intéressant, c'est un de mes collègues de Toronto qui avait présenté cette diapositive, m'a permis de l'utiliser, qui démontre un petit peu, c'est aux États-Unis, mais on peut imaginer que c'est un petit peu semblable là, au Canada. Hein? Donc, vous voyez, en rouge, c'est dans les années qu'on regardait chez les étudiants de 12e année, donc à la fin de secondaire, le risque perçu pour le cannabis, en comparé avec la fréquence d'usage. Puis, on voit vraiment dans les années que plus le risque est perçu bas, plus la fréquence était élevée. L'intérêt, je pense, présentement, c'est de voir avec la légalisation, hein, qu'est-ce qu'il y en est de la perception du risque lié au cannabis. On sait que déjà, il y en a, même si ce n'est pas ce qui est souhaité, mais déjà, juste le fait que c'est légal, j'ai beaucoup de jeunes que je rencontre, c'est légal, donc c'est correct d'en prendre. Est-ce que ça va avoir un impact sur la fréquence de consommation? C'est une question qui reste en suspens. Ici, dans ce tableau-là aussi, c'est pour avoir un petit peu encore là une idée de comparaison par rapport aux autres drogues. Si on regarde tout de suite le cannabis, mettons en comparaison à l'alcool, hein, des fois, c'est ça qu'on a plus en tête.
Dans la première colonne, ce qu'on voit, c'est combien de personnes à vie disent en avoir pris. Donc, l'alcool, vous voyez, c'est plus de 90 %, tandis que le cannabis, à peu près une personne sur deux dit en avoir déjà essayé dans sa vie. La deuxième colonne, c'est combien de gens sont dépendants à la substance. Puis la troisième colonne, ça fait un taux, dans le fond, de quand tu essaies, c'est quoi le risque d'être dépendant. Fait que si on regarde pour le cannabis, dans le fond, il y a un risque de 9 % en moyenne d'être dépendant. Fait que si on arrondit sur 10 personnes qui essayent le cannabis, pour la première fois, il y a une de ces 10-là qui va développer un problème de dépendance au cannabis, tandis que pour l'alcool, c'est 15 % des gens qui essaient l'alcool. Puis juste pour vous donner une autre idée par rapport aux autres drogues, hein, ici, c'est vraiment pour voir le taux de... Encore là, le risque de devenir dépendant. Des fois, on a l'impression que les drogues dures, c'est celles qui sont le plus dépendantes, hein, c'est qu'on peut être le plus accro, mais finalement, vous voyez, c'est le tabac qui est en haut de la liste. Donc, à peu près une personne sur trois qui va essayer la cigarette va développer une dépendance. L'héroïne, 23 %. Cocaïne, alcool, les deux autour de 15 %. Donc là aussi, c'est juste pour vous dire des fois ce qu'on a l'idée, mais l'idée, c'est par exemple que l'héroïne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'essaient et qui vont développer un problème. Donc, de là, le chiffre qui est plus petit, par exemple, ou que le tabac, à peu près 3/4 des gens l'ont essayé. Donc, il y a un plus haut taux. Quand on parle de dépendance, abus, c'était les termes qu'on utilisait là, jusqu'à tout récemment. Puis avec le changement là, du DSM-5, les termes ont été changés pour troubles d'usage. Donc, quand on parle du trouble d'usage, je ne vous ai pas mis les 11 critères du DSM, mais je pense que c'est bien de les garder comme en catégorie. Comme ça, c'est plus facile à demander puis à se souvenir. Il faut qu'on puisse se rappeler des 4 C. Donc, est-ce que la personne en prenant du cannabis, est-ce que c'est associé à une perte de contrôle? Est-ce qu'il y a une compulsion de consommer? Donc, vraiment, va rechercher par différents moyens à consommer, va en prendre plus longtemps que prévu, quand c'était pas supposé. Est-ce qu'il y a un craving? Donc, ça, c'est une forte envie, quand on ne consomme pas, mais vraiment une grande envie de consommer. Puis, est-ce qu'il y a des conséquences, que ce soit négatives au niveau psychosocial, physique, relationnel, etc. Fait comme on a vu un peu tantôt, il y a environ 4 % des gens dans la population qui ont un trouble d'usage au cannabis. Le risque, on dit quand quelqu'un l'essaye, c'est d'à peu près 9 %, mais si c'est débuté à l'adolescence, hein, ça double pratiquement à 16 % le risque de développer une dépendance. Est-ce que c'est la même chose chez les psychotiques? Est-ce que le risque et la fréquence est le même? Alors, la réponse est non. Écoutez, quand on regarde différentes recherches, ça c'est à travers le monde, dans des cliniques de premier épisode de psychose, le trouble d'usage est à peu près de 30 à 70 %. Ça, je vous dirais, ça n'inclut pas seulement le cannabis, hein, c'est des études que je parle présentement. Il y a aussi l'alcool ou les autres drogues, mais le cannabis est toujours la drogue la plus utilisée. Pour vous donner une petite idée, on a une étude là, à la clinique Jap au CHUM en collaboration avec l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, à la clinique PEP. On récolte des années là, depuis plusieurs années. Puis, quand on regarde justement les gens, quand ils arrivent dans le programme à 1 an et à 2 ans, ce qu'on se rend compte, dans notre population, nous, il y a déjà 60 % qui ont un trouble d'usage de substances à l'entrée dans le programme. Puis, c'est près de 45 % que c'est au cannabis. Fait que vous voyez dans le graphique de gauche, c'est vraiment le cannabis qui est consommé de façon problématique et de façon vraiment supérieure aux autres drogues. À la première année, souvent, on arrive à améliorer leur situation, mais vous voyez qu'il y a comme un petit tiers récalcitrant où on a vraiment de la difficulté à les amener à changer leur comportement. Petit quiz. Bon, est-ce que le cannabis des années 70 est comparable à celui d'aujourd'hui? Est-ce que le cannabis est composé d'environ 50 composés chimiques? Puis l'effet, est-ce qu'il est le même lorsqu'on peut consommer à l'adolescence par rapport à l'âge adulte? Alors, si on y va un petit peu là-dessus, vu le temps qu'on a aujourd'hui, là, je vais passer quand même rapidement là-dessus. Mais en gros, le cannabis, il y a 2 grandes branches, le sativa, l'indica, qui ont des propriétés un peu différentes. Une qui est reconnue pour peut-être amener plus l'effet high, puis une plus l'effet relaxant. Toutefois, je pense au-delà de ça, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le cannabis qui est consommé. Donc, on va revenir un petit peu plus tard, mais le cannabis serait composé de plusieurs composés, comme vous voyez, au-dessus de 100 cannabinoïdes.
Donc, il y a encore beaucoup de composés qui ne sont pas si bien étudiés que ça. Donc, on parle de marijuana, d'habitude, c'est la feuille et la fleur, le hashish, la résine, puis on peut aussi dériver de l'huile de cannabis. L'état d'intoxication est attribuable en général, on dit au THC, hein, le delta-9 tétrahydrocannabinol. Et quand même, l'effet en tant que tel, oui, le THC, justement, le composé le plus important, mais il y a également le ratio THC-cannabidiol, le CBD, qui va avoir un impact sur l'effet. Puis juste pour vous donner une idée, ici, j'ai mis les données d'études à Toronto aussi qui ont comparé le cannabis des années 75 à aujourd'hui. Et en 1975, le THC était de 3 aussi, c'était du cannabis qu'on retrouvait sur le marché noir, là, c'est pas légal. Puis il y avait un CBD de 3 Fait que là, j'attire votre attention sur le fait que le THC était bas et il y avait un ratio 1-1 avec le CBD. Versus en 2018, le THC était en moyenne de 25 à 35 et avec un CBD de moins de 1 Fait qu'on se rend compte que prendre un joint du pot en 75 ou en 2018, c'est pas la même chose. Au niveau des effets, donc généralement fumé ou vaporisé, l'effet commence en quelques minutes, ça pique entre 30 minutes à 60 minutes. L'euphorie, donc l'effet que les gens ressentent souvent, c'est de 2 à 4 heures, mais il y a des effets moteurs, cognitifs et résiduels qui peuvent aller jusqu'à 12 heures. De là, justement, qu'on s'inquiète un peu plus pour la conduite auto, parce que souvent, les gens ne vont pas se rendre compte qu'ils ont encore une atteinte des réflexes ou qu'ils peuvent être plus lents à répondre en situation de stress. Quand c'est mangé, la différence, c'est que ça va s'absorber plus lentement. Donc, vous voyez, le pic va être plus tard et ça peut durer aussi beaucoup plus longtemps. Donc, il y avait eu un petit alerte justement aux États-Unis quand ça avait été légal à certains endroits parce qu'il y avait eu des ingestions pédiatriques accidentelles. Mais entre autres, qui avait amené un changement des réglementations que tout devait être bien emballé. Par exemple, les petits brownies au chocolat, etc., pour pas qu'il y ait moins de ce risque d'accident-là. Ça peut s'absorber aussi via la peau, les muqueuses. Ça passe par le foie. Puis, c'est liposoluble, alors ça s'accumule dans les graisses. Ce que ça veut dire, ça, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a pris du cannabis de façon intensive, par exemple 2 grammes par jour pendant 1 an, puis qui arrête, quelqu'un qui aurait juste consommé, je compare versus quelqu'un qui aurait pris du cannabis une fois, on dit par exemple des dépistages urinaires, ça peut rester jusqu'à soit maximum 3-4 jours, même moins selon la quantité prise. Toutefois, si c'est quelqu'un qui consomme régulièrement, bien, les dérivés vont s'accumuler dans les graisses et là, ça va se libérer sur plusieurs jours. Donc, il y a même des cas où ça peut rester positif jusqu'à 1 mois. Donc, il faut quand même que ce soit des grands consommateurs, quand même avec une certaine masse adipeuse. Et à ce moment-là, ça veut dire que le dépistage est positif, mais ça ne veut pas dire qu'ils ressentent les effets. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur l'effet de cannabis pendant 1 mois pour autant. Et donc, l'intensité et la durée de l'intoxication va dépendre du pourcentage de THC, les différences individuelles des taux d'absorption, le métabolisme. Puis par rapport à ça, je pense qu'il faut juste penser, c'est comme n'importe quelle substance. Hein, pour l'alcool, alors vous connaissez peut-être des gens, genre vous êtes autour d'une table, les gens prennent la même quantité, puis c'est pas le même, les gens ne ressentent pas le même effet nécessairement. Aussi, avec le cannabis, il peut y avoir une perte de sensibilité aux effets. Donc, c'est sûr que ceux qui consomment régulièrement, il y a une désensibilisation, là, des changements au niveau des récepteurs du cerveau qui fait que, des fois, on peut avoir dans notre bureau quelqu'un qui nous dit qu'il vient de consommer 2 grammes, puis on ne comprend pas comment il arrive à parler, à se déplacer, à être aussi fluide. Bien, c'est parce qu'il y a une tolérance qui s'est développée. Donc, également, ici, c'est seulement pour démontrer un petit peu qu'il y a une corrélation, en fait, entre le nombre de visites à l'urgence et le pourcentage de THC qu'on retrouve dans le cannabis. Donc, sans vraiment avoir un lien, plus il y a de THC, plus que de risque de visiter l'urgence. Qu'est-ce qui se passe au cerveau? On va y aller vraiment brièvement, mais le THC va se lier à des récepteurs, le CB1 et le CB2. Le CB1 qui est au cerveau est lié en fait avec d'autres composés, mais à beaucoup de fonctions. Vous voyez l'humeur, la mémoire, la cognition, la motivation, la régulation de l'appétit,
l'extinction de la peur, les réponses motrices, la posture, la douleur. Donc, quelqu'un qui prend du cannabis va occuper ces récepteurs-là, qui sont d'habitude quand même occupés par des molécules qu'on dit endogènes. Donc, notre corps a des molécules qui vont se lier pour faire bien réguler tous ces systèmes-là. Mais le cannabis va avoir un impact en venant vraiment s'y lier fortement. Donc, au niveau cognitif, les effets qu'on remarque délétères quand les gens sont intoxiqués, donc vraiment dans les heures qui suivent la prise, il y a une diminution de la concentration et de l'attention et de la mémoire. Donc, ils vont habituellement nuire aux apprentissages. Puis ça peut être des fois présent jusqu'à 24 heures suivant l'usage. Puis ici, vous voyez, l'intoxication va altérer vraiment différents processus aussi qui vont avoir des effets comme il peut y avoir une désinhibition, le processus décisionnel, la planification, ils vont être altérés. Donc, c'est juste qu'on va remarquer en aigu. La bonne nouvelle, c'est que les déficits seraient réversibles avec une abstinence soutenue. Donc, même les gros consommateurs à l'âge adulte, là, vous avez un patient, il a 45 ans, il consomme depuis tout le temps, il décide de changer. Il semble vraiment que ces déficits-là peuvent être vraiment réversibles. La seule chose qu'on est incertain pour l'instant, dans les données qu'on a, c'est pour le début précoce à l'adolescence. Donc, c'est une période où il y a vraiment des changements au cerveau, puis on n'est pas certain si le fait d'avoir consommé beaucoup jeune va complètement être réversible au niveau des effets au cerveau. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Puis, bien sûr, il va y avoir des facteurs qui vont moduler le risque de troubles cognitifs. Comme je disais, bien sûr, la dose, la durée, je ne sais pas si c'est intuitif. Le mode d'utilisation, ça, par exemple, ceux qui prennent du cannabis occasionnellement, souvent vont avoir plus de troubles cognitifs que les usagers réguliers, justement parce qu'il n'y a pas ces processus-là de désensibilisation. S'il y a eu des abstinences, la vulnérabilité génétique, l'âge d'exposition, encore une fois, là, plus c'est jeune, plus il y a de risques de troubles importants, et la présence d'une maladie psychiatrique. Donc, quand on évalue le risque, entre autres, de développer un trouble de cannabis, il y a vraiment beaucoup de facteurs qu'on peut regarder. J'en ai nommé certains, entre autres, on voit l'impulsivité, l'agressivité, la recherche de nouveautés. C'est tous des facteurs qui peuvent amener quelqu'un aussi à vouloir davantage consommer. Notre petit quiz. Si on s'intéresse un petit peu plus justement aux effets physiques, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, justement, j'ai des patients qui me questionnent. Des fois, ils disent c'est bien beau, par exemple, le risque de psychose, mais ça fait quoi? Finalement, c'est-tu risqué? Parce que des fois, les gens vont séparer le risque physique versus santé mentale. Alors, est-ce que le cannabis cause le cancer du poumon? Je peux y penser. Le cannabis peut entraîner des bébés de petits pois chez la mère fumeuse. Et le lien est incertain entre le cannabis et la conduite automobile, les accidents. Voici, ce que je vais vous présenter, en fait, ça vient d'un rapport, je pense que la référence doit être sur une autre slide, mais de 2017, où ils ont vraiment fait des méta-analyses, qui ont vraiment tout évalué où on en est aujourd'hui. Et ce que je vais vous présenter, c'est les données qu'on est certain du lien. Par ailleurs, si vous regardez le document, c'est un document de plus de 400 pages, donc il y a beaucoup de choses où on a possiblement un lien, mais on n'a pas encore assez de données pour faire un lien direct ou infirmer le lien. Mais ce qu'on peut être certain, par exemple, de dire à nos patients, c'est que quand c'est fumé, ça peut amener des symptômes respiratoires comme les bronchites chroniques, mais le risque pour le cancer est incertain. Et qu'on ne sait pas encore s'il y a un lien entre le cannabis et le cancer du poumon. Il y a un lien direct avec les accidents d'automobile. De là, les efforts de la Société automobile pour essayer de trouver des moyens de dépister ceux qui consomment. Il y a des études positives, mais limitées sur l'impact cardiovasculaire, donc un lien avec la prise de cannabis puis le risque d'infarctus ou d'AVC, parce qu'on sait quand même que la prise de cannabis, des fois, peut amener une augmentation du risque cardiaque, de la tension artérielle. Donc, ça va être des choses, je pense, qui demandent d'être reproduites. Et on sait que ça crée des bébés de petits pois chez les mères fumeuses. Puis, le fait d'avoir un bébé de petits pois à la naissance, bien ça peut être associé à d'autres risques. Donc, c'est vraiment le gros des conséquences certaines. Comme vous voyez, il y a beaucoup de recherches encore à faire. D'autres conséquences, quand même, qui ne sont pas banales, c'est entre autres le sevrage. Maintenant, c'est vraiment établi. Il y a vraiment des études chez les souris qui ont vraiment testé puis qui ont vraiment
remarqué que le fait de prendre du cannabis pendant longtemps et de l'arrêter peut être lié à un syndrome de sevrage. Donc, les gens vont être plus irritables, avoir de la colère, de l'anxiété, des symptômes dépressifs, de l'impatience, des troubles du sommeil, diminution de l'appétit, perte de poids. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important d'être conscient de ça parce que des fois, ça va être un obstacle justement au fait que les gens vont essayer de diminuer ou d'arrêter. Par exemple, moi, j'ai des patients qui vont me dire, ben, je le prends pour dormir. Si je ne l'ai pas, je ne dors pas bien. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que c'est plutôt la journée qu'ils n'en prennent pas, ils ont des symptômes de sevrage qui apparaissent, des troubles du sommeil. Et au lieu de voir ça comme du sevrage, eux, ils voient ça comme je n'ai pas traité mon insomnie par mon cannabis. Fait il y a tout un petit peu une psychoéducation qu'on peut faire avec les gens, de comprendre aussi que le sevrage, les symptômes sont importants au début, mais après, des fois, 7 à 10 jours, c'est beaucoup mieux, voire ça disparaît. Ce qui peut aider les gens qui voudraient changer à tolérer cette semaine-là difficile. Puis, aussi, juste bon à savoir, il y a vraiment un syndrome bien reconnu que le cannabis pris de façon régulière pendant un bon temps peut amener vraiment des nausées et des vomissements vraiment sévères. C'est associé à la prise de bain chaud compulsif. Mais c'est vraiment, ça peut devenir à un certain point très, très grave. Il y a même eu des décès reliés à ça. Donc, quelqu'un qui prendra du cannabis régulier puis il y a des nausées ou des vomissements inexpliqués, ça serait important de penser au cannabis comme cause. Les autres impacts de l'exposition aux cannabinoïdes, vous voyez, c'est en bas cette référence-là que je parle depuis tantôt, là, mais au niveau plus de la santé mentale, on sait que ça n'augmenterait pas le risque de dépression, d'anxiété ou de stress post-traumatique. Les grands consommateurs sont plus à risque de reporter des idées suicidaires que les non-consommateurs. Et l'usage régulier de cannabis est associé au risque quand même de développer un trouble d'anxiété sociale. Donc, ça, c'est vraiment les faits établis. Maintenant, si on fait un petit cas clinique, donc, vous avez il y a un jeune de 19 ans qui consomme du cannabis depuis l'âge de 13 ans, régulier depuis 15 ans. Depuis quelques semaines, il s'isole, il refuse des invitations de ses amis, il s'absente parfois de l'école, ses amis remarquent qu'il est sur les réseaux sociaux la nuit. Il y a un intervenant d'école qui l'a trouvé bizarre parce qu'il se plaint de maux de tête, mais que ça bouge à l'intérieur. Il se demande si son âme se déplace, si on lui a jeté un sort. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, hein, la question, est-ce que le cannabis cause la psychose? Donc, si on fait un petit peu une revue de où en est la littérature à ce sujet présentement, ce qu'on sait, c'est que l'intoxication aiguë au cannabis est associée à des symptômes de psychose. Donc, hein, un peu comme on a vu plus tôt, le fait que le THC est bloqué, se lier à certains récepteurs au cerveau, ça peut amener des gens à entendre des hallucinations, avoir des perceptions, des visions bizarres ou des idées inhabituelles. Ensuite, chez quelqu'un qui serait vulnérable à développer un trouble psychotique, ce qu'on sait, c'est que le cannabis va favoriser une apparition précoce. Donc, la maladie arriverait peut-être en moyenne 2,7 ans plus tôt et pourrait même déclencher la psychose. Donc, ça, je trouve, c'est pas banal parce qu'on dit quelqu'un, dans tous les cas, il y aurait eu un trouble psychotique, mais par exemple, entre le développer à 21 ans ou à 18 ans, on n'est pas rendu à la même place dans notre vie ou à 15 ans versus à 18 ans. Donc, comme on sait, plus on arrive à retarder l'apparition de la maladie, souvent plus il y a des acquis, hein, autant au niveau psychosocial, personnel, qui fait que c'est plus facile de traverser la maladie. Donc, c'est quand même pas banal à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que ça cause la psychose? On peut dire que ce n'est pas nécessairement directement oui, mais clairement, ça augmente le risque de beaucoup. Donc, avoir déjà consommé du cannabis va augmenter le risque de 40 % et l'usage fréquent de 200 %. Puis, plus l'usage est fréquent, plus le risque augmente. Ça peut aller de 2 même jusqu'à 4 % chez les grands consommateurs. Donc, quelqu'un qui consommera tous les jours aurait un risque augmenté de 4 %, 4 fois plus grand de psychose. Si on essaye un petit peu de décortiquer ça puis de mettre ça un peu plus concret, si on dit qu'en moyenne, il y a un risque de 200 %, fait que quelqu'un qui est dans la population générale, on dit la psychose, c'est à peu près 4 % de la population, 3-4 %, voire 5 selon comment on le calcule, mais mettons qu'on met 4 %. Quelqu'un qui n'aurait aucun autre facteur de risque, qui n'en a pas dans sa famille, qui ne vit pas de stress, rien,
mais qui consomment du cannabis à toutes les semaines, par exemple, bien, au lieu que son risque de psychose soit de 4 il serait de 8 par exemple. C'est à peu près qu'on augmente de 2 fois. Par contre, si on prend quelqu'un qui a des antécédents dans la famille, par exemple que son frère a fait une psychose, donc quand il y a un risque dans la famille, des fois, ça peut plus autour de 10 le risque de psychose, bien là, si on double, on est à 20 Ou si on prend vraiment chaque jour, on quadruple, on sera à 40 Fait que vous voyez, bon, les études ne sont pas aussi précises pour dire on cumule les risques et on sait quel est le risque exact, mais vous voyez que selon le nombre de facteurs de risque qu'on a, le fait de doubler, de quadrupler le risque peut être quand même grand. Donc, un petit peu pour aller dans la même veine, là, il y a plusieurs facteurs qui vont moduler le risque. On en a parlé, la teneur en THC, le ratio THC-CBD, la vulnérabilité génétique à la psychose, l'âge de début de consommation. Donc, encore là, les études démontrent plus c'est tôt, surtout avant 16 ans, plus le risque est élevé. S'il y a une présence d'une maladie psychotique, puis s'il y a d'autres facteurs de risque environnementaux, comme juste le fait d'avoir vécu un traumatisme, c'est associé à un risque de psychose, donc ça va s'accumuler. Bon, pour ce qui est de la psychose toxique, je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu ou même que vous utilisez, hein, mais souvent, c'est ce qu'on utilisait pour dire les gens qui font une psychose qui est vraiment juste induite par le cannabis. Un peu comme tantôt, j'ai dit, l'intoxication peut amener de la psychose. Donc, souvent, l'idée qu'on a ou qui se faisait depuis un certain temps, c'est quand il y a une psychose toxique, donc quelqu'un arrive à l'urgence, il a pris trop de cannabis, il a perdu la carte, il entend des voix, il était sûr qu'on est contre lui, le lendemain, il va mieux, congé chez lui, pas de suivi, essaie d'arrêter les drogues. C'est quand même une conduite qui était faite ou qui est même encore faite, mais on s'est intéressé à savoir justement qu'est-ce qui arrive de ces gens-là. Est-ce que c'est vraiment des psychoses toxiques? Parce qu'entre autres, il revient aux urgences sans arrêt, toujours en psychose toxique. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études, puis ça, c'est à travers le monde, qui ont regardé justement les gens qui venaient pour psychose toxique, mettons, au cannabis à l'urgence, puis qu'ils ont suivi, puis même certaines études jusqu'à 20 ans, pour voir qu'est-ce qui arrivait de ces gens-là. Puis, selon les études, le risque de convertir en psychose chronique est de 21 à 77 Vous voyez, il y a quand même un range important, mais je n'ai pas mis tout le détail des études, mais la moyenne, c'est à peu près de 50 Donc, vraiment, pour le cannabis, on peut dire, si quelqu'un fait une psychose induite par le cannabis, il y a à peu près une chance sur 2 que ça soit finalement le début ou qu'il développe soit une schizophrénie ou une maladie bipolaire ou quelque chose comme ça. Puis quand on regarde pour les autres substances, par exemple les amphétamines ou la cocaïne, ça serait plus à peu près 1/3 le risque. Fait que le cannabis, c'est vraiment la substance qui est vraiment la plus associée à un risque de psychose. Puis vous voyez, l'âge moyen, c'est en bas de 30 ans que ça va se passer la conversion. Maintenant, un autre petit quiz. Un jeune qui a un trouble d'usage de cannabis à l'admission dans une clinique, premier épisode, est-ce qu'il évoluera moins bien qu'un autre sans usage de substance à l'admission? Donc, il arrive oh non, un patient, il a un trouble d'usage de cannabis, on sait déjà que sa trajectoire va aller moins bien. Est-ce que ça serait vrai ou faux? Je vais réfléchir. Bon, ce qu'on sait qui est clair dans les études, c'est que, par exemple, avoir la schizophrénie, un trouble d'usage au cannabis, c'est associé à un moins bon pronostic. Donc, vraiment, le suivi de ces gens-là, souvent, ils vont avoir une psychopathologie plus sévère, plus de symptômes positifs, puis un plus haut taux de rechute. Et justement, ce qu'on dit, bon, le mal est fait, justement, c'est une moins bonne trajectoire. Là, ce que je trouve quand même la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, les études semblent pointer que si la personne arrête, l'intensité des symptômes puis le niveau de fonctionnement redeviennent similaires à une personne qui n'a jamais eu de trouble d'usage. Donc, pour vous donner un exemple, ici, c'est encore là un bout de l'étude qu'on avait fait là, à Montréal. Et dans le cercle jaune, par exemple, on regardait les gens qui soit travaillent ou vont aux études. Fait que vous voyez en rouge, à l'admission, ceux qui ont un trouble d'usage de substance, c'est 40 versus 50 à peu près ceux qui n'ont pas de trouble d'usage. Fait qu'on voit souvent, quand la maladie frappe,
les symptômes peuvent être très élevés indépendamment de la consommation. Il n'y a plus de différence. Par contre, à 1 an, vous voyez ceux qui continuent à consommer, il y a à peu près un tiers qui vont à l'école ou qui travaillent versus 60 de ceux qui ne consomment pas. Et ceux qui ont arrêté sont à 55 Puis à 2 ans, on ne voit pas de différence entre ceux qui ont arrêté ou qui n'avaient jamais consommé, tandis que ceux qui consomment toujours vont moins bien. Et je pense que c'est quand même un beau message d'espoir de dire que ça peut valoir la peine de changer sa consommation. Puis, si on compare aux autres substances, encore là, c'est plus au niveau nous, l'étude qu'on a fait au niveau des premières études de psychose, mais on a regardé justement l'alcool versus le cannabis versus les psychostimulants ou prendre plusieurs substances en même temps. Puis, toutes les substances ont vraiment un impact sur l'évolution, mais les drogues en avaient plus que l'alcool dans notre étude. Les psychostimulants, justement, amphétamine, cocaïne, ces gens-là semblaient vraiment avoir un moins bon symptôme, moins bon fonctionnement, plus de symptômes à l'admission, mais ça améliorait dans le temps, quoi qu'il restait ceux qui allaient moins bien. Fait que, il faut dire qu'ils partent plus bas, ils remontent la pente, mais ils ne sont jamais aussi bien que les autres. Mais c'est dire que quand même, avec le support d'une équipe, ils peuvent s'améliorer. Puis, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voyait que tout le monde s'améliorait dans le temps, sauf le groupe de cannabis qui se détériorait entre la première et la deuxième année. Fait que ça reste encore une question à laquelle on réfléchit à savoir qu'est-ce qui cause ça. On a certaines hypothèses qui restent à valider, mais on a remarqué que dans ce groupe-là, il y avait moins d'antipsychotiques injectables, il y avait moins d'ordonnances de traitement. Fait qu'en tout cas, on semble certainement être un peu moins agressif dans la médication comparé à ceux qui ont des troubles, par exemple, de psychostimulants. Est-ce que ça a un lien? Reste à voir versus plus les syndromes motivationnels au cannabis, etc. Donc, à investiguer encore. Si on revient à notre jeune homme, donc il a consulté à une clinique PEP, on a diagnostiqué un premier épisode psychotique, il y a eu un traitement intégré qui lui a été offert. Les symptômes sont disparus avec le traitement, il se sent bien, alors là, il repense à reprendre le cannabis. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un patient comme ça? Donc, c'est important, tout d'abord, c'est de faire quand même une bonne évaluation de la consommation. On veut vraiment bien comprendre le portrait, puis je veux dire, il ne faut pas se gêner d'aller vraiment dans les détails. Par exemple, on va demander l'âge de début. Là, vous voyez, on peut un petit peu aussi, ça peut nous aider à voir est-ce qu'on pense que c'est très, très tôt, en grande quantité, est-ce qu'il va peut-être avoir des troubles cognitifs résiduels ou pas, ou est-ce que ça a pu avoir un plus grand impact sur le fait de développer une maladie. Bon, de quelle forme il utilise? Est-ce qu'il mélange, par exemple, avec du tabac? Donc, là, il y a d'autres risques liés au tabac à surveiller. Son pattern d'usage, la fréquence. On peut essayer de dépister, justement, s'il semble y avoir un trouble d'usage avec les 4C de tantôt, de la tolérance, du sevrage aussi qui ferait que peut-être il voudrait moins arrêter. Dès l'évaluation, des fois, on peut vérifier aussi si c'est une motivation. C'est quoi ces motivations à consommer puis à arrêter? Donc, commencer un petit peu à aller un petit peu plus en profondeur puis à voir ce que ça signifie pour la personne. Est-ce qu'il a déjà essayé d'arrêter par le passé? Puis, est-ce qu'il utilise d'autres substances? Fait que ça peut nous aider à faire vraiment un portrait global. Puis, ce qu'on va discuter un petit peu, c'est tout ce qui est... Il y a beaucoup qui va être important dans le travail avec l'utilisation de substances, dans l'approche qu'on va avoir avec les patients. Donc, vraiment essayer de questionner sans jugement. Vraiment juste dans la façon qu'on va poser certaines questions. S'intéresser à la personne, rechercher ce qu'elle recherche en consommant, son effet ressenti. Donc, de ne pas avoir d'idées déjà préconçues sur pourquoi la personne consomme, qu'est-ce que ça lui fait. Puis, on peut justement introduire doucement des techniques motivationnelles et de réduction des méfaits. On va y revenir un petit peu plus tard. Puis, ici, une ouverture au changement, c'est un petit peu plus des techniques cognitivo-comportementales. Aussi, je vais y revenir. Quand j'ai attention au writing reflex, désolée, je n'ai pas la traduction, là, c'est en entretien motivationnel. Mais ce qu'on essaie vraiment, c'est d'avoir une attitude plus d'acceptation, de compassion, aider la personne à évoquer elle-même. Que les choses viennent vraiment de la personne. Parce qu'on sait que c'est ça qui marche le mieux. Hein? On peut avoir des fois le réflexe de vouloir, on est là, on est un intervenant, on est soignant, on veut changer, on veut
Des fois, on est tenté de dire quoi faire, comment le faire, mais ce qu'on sait, c'est que cette attitude-là, souvent, va pas marcher avec les gens qui ont un trouble d'usage. Donc, ça peut demander quand même beaucoup d'adaptation, des fois, de travailler avec les substances. Ici, si on voit au niveau, justement, quelles sont les approches psychothérapeutiques qui sont validées pour le trouble d'usage de cannabis. Ici, c'est de façon générale, donc ce n'est pas nécessairement les gens qui ont aussi un trouble de santé mentale autre, persistant, mais l'entretien motivationnel et la thérapie cognitivo-comportementale sont comme les deux grandes branches qui semblent aider. Et quand on parle d'entretien motivationnel, des fois, c'est vraiment essayer d'explorer puis résoudre l'ambivalence face à la consommation. Hein, quand il y a d'un côté de moi, je voudrais continuer, de l'autre côté, je vais arrêter. On essaie d'augmenter la motivation pour changer les comportements. Puis au niveau de la thérapie cognitivo-comportementale, il y a encore une panoplie de choses qui peuvent être faites, mais on va essayer de comprendre c'est quoi les processus qui amènent les gens à avoir le comportement, donc à consommer. Puis, il y a une grosse emphase souvent sur les stratégies de prévention de la rechute ou de diminution de la consommation. Donc, par exemple, faire des balances décisionnelles, aider les gens à se monitorer là, au quotidien, essayer de reconnaître qu'est-ce qui va amener, par exemple, à avoir des cravings, c'est quoi les situations à haut risque, développer des stratégies d'adaptation. Fait que c'est toutes des techniques qu'on sait qui peuvent aider. L'approche par contingence, hein, c'est avoir un incitatif à l'abstinence, par exemple, de dire si tu ne consommes pas une semaine, tu vas avoir $1, par exemple, puis on accumule ça, etc., etc. Ce qu'on sait, c'est que ça marche durant la période de traitement, mais ça tend à s'éteindre à l'arrêt. Puis au niveau de la médication, il n'y a aucune médication présentement qui est approuvée pour le trouble d'usage au cannabis. Ça, je pense que je vais passer un petit peu. C'est juste pour dire que chez les adolescents, quand même, il y a des... encore là, c'est de l'entretien motivationnel, du cognitivo-comportemental, mais aussi des approches qui incluent la famille puis les parents sont prouvés comme étant aussi efficaces. Maintenant, le cœur peut-être du quotidien des intervenants. Hein? Bon, ça me détend, ça m'aide à me concentrer, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. J'imagine que vous avez peut-être déjà entendu ça, vous aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est dans cette situation-là? C'est toujours aidant, je dirais, d'avoir un cadre conceptuel. Hein? Ça nous aide des fois à prendre un certain recul. Fait que, tout d'abord, qu'on est avec quelqu'un qui consomme, je pense que c'est toujours utile d'essayer de voir dans quel stade du changement la personne se situe. Hein, la pré-contemplation, c'est vraiment que la consommation ne cause aucun problème. Considération, ça, on l'appelle la contemplation. Ça se pourrait qu'il y ait un problème, il y a des plus et des moins. Préparation, c'est qu'on pense qu'on aimerait changer. Action, c'est je veux changer. Puis, après ça, il y a en soi le maintien ou la rechute. Donc, je vous dirais, ceux qui nous causent le plus de problèmes, c'est ceux qui sont en pré-contemplation ou en contemplation. C'est ceux qui sont pas nécessairement motivés à changer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Tantôt, je vous disais, ce qui est plutôt validé, c'est comme au niveau de l'entretien motivationnel. Donc, qu'est-ce que c'est un peu? On va quand même regarder des grandes lignes. L'esprit motivationnel, c'est d'apprendre. Avant, on utilisait le thème roulé avec les résistances, mais maintenant, on utilise plus le mot discorde. Hein, parce qu'on s'est rendu compte que résistance, ça faisait vraiment encore comme moi, j'ai la bonne position, le médecin, et tu me résistes, il faut que je te change. Puis, dans le fond, c'est complètement l'inverse qu'on veut dans l'esprit motivationnel, c'est-à-dire qu'il y a une discorde, on a un point de vue différent et on veut arriver à mieux comprendre puis à mieux approfondir la question. C'est sûr que derrière ça, moi, en tant que professionnel qui voit que le cannabis a un effet négatif, je vais vouloir essayer de l'amener à changer, peut-être à arrêter la consommation, mais on se met vraiment plus au niveau de la compréhension vraiment du patient. Donc, exprimer de l'empathie. On va essayer de développer la dissonance cognitive et affective. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est un peu d'amener la personne à voir, par exemple, des fois, elle ne se rend pas compte, c'est vraiment bon, j'aime ça, mais là, ça ne va pas à l'école, la personne a des mauvaises notes, elle n'arrive pas à se lever le matin. Ça, vraiment, ça crée un malaise. Donc,
essayer de faire un lien entre ces deux événements-là, de voir mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas le matin. On va essayer de faire des liens, puis de se rendre compte que la personne, des fois, entre ce qu'elle dit, ce qu'elle ressent, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, puis que pour le changer, bien, des fois, on va voir, ça pourrait passer par changer certaines habitudes. On va essayer aussi beaucoup de supporter l'efficacité personnelle, parce qu'on sait que des fois, c'est plus efficace d'aider quelqu'un dans ses forces que de cogner sur le clou de ses faiblesses. Donc, vraiment, tout ce qui va renforcer l'estime de soi, le fait que la personne est bien dans sa peau, va souvent pouvoir aider ou au moins d'aller dans le sens que la personne a moins besoin de consommer pour se sentir bien. Être à l'écoute du langage de changement, ça, ce que ça veut dire, c'est que justement, si on est dans cette discussion-là avec l'autre, c'est pas non plus on parle pour parler, puis on accepte n'importe quoi, c'est qu'on va parler, mais du moindrement, par exemple, quelqu'un qui ne voulait jamais changer, puis là, on travaille depuis des mois, puis tout d'un coup, dans une discussion, il y a une petite affaire du genre, ouais, ça va, je sais pas, mon ami s'est retrouvé, je sais pas, là, il a fait une crise de panique hier avec le pote. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Puis comment c'était pour ton ami? Comment tu penses que c'est senti? Puis toi, par rapport à ça, puis le pote, c'est-tu bon pour tout le monde? Tu sais, dans le sens que, des fois, on va le travailler, on ne voit pas de porte d'entrée, mais dès qu'il y a un petit quelque chose, est-ce que ça ne pourrait pas vouloir amener la personne à changer ou est-ce qu'elle ne remet pas en doute un petit peu la consommation? Puis ce qu'on dit, c'est ça, c'est que le changement doit venir de la personne, mais on peut les aider. Donc, si on revient un petit peu au patient en pré-contemplation, on essaie de faire une écoute empathique, avoir des questions ouvertes. Fait que là, j'ai juste mis un petit peu des exemples. Je trouve que des fois, ça vient un petit peu plus concret, tout ça, là, mais par exemple, parle-moi un peu de ta consommation. Des questions ouvertes qui vont amener justement plus un discours, des fois, authentique. Puis des fois, on va un peu challenger, aller vraiment plus des fois, on va renforcer une position de quelqu'un pour l'amener à amener un petit peu l'autre version de la médaille. Par exemple, il parle, puis justement, tout est beau. Bon, fait que, il y a juste du positif dans le pot. Pour toi, c'est comme la molécule parfaite. Il y en a qui vont peut-être vous dire oui. Là, on est déçus. Mais il y en a qui vont peut-être faire ouais, mais souvent, quand on est tellement dans les extrêmes, ça va amener l'autre personne à vouloir être un peu plus nuancée. Oui, mais c'est vrai que ça me coûte cher, par exemple. Ah oui, ça te coûte cher? Fait que ça te coûte combien par semaine? Ah oui, puis qu'est-ce que tu penses que tu préfères avec cet argent-là? Ah, mais c'est pas facile d'économiser de l'argent, puis c'est pas facile de ne pas le mettre dans le pot. Fait que vous voyez, des fois, ça va nous aider à amener la personne par elle-même à amener un petit peu l'autre côté de la médaille. Parce que l'idée aussi, c'est ça, c'est que vu qu'on veut que ça vienne d'eux, on essaie le plus possible que justement le versant de la médaille plutôt négatif soit dit par la personne et non par nous. Autre genre de question. Te vois-tu fumer toute ta vie? T'sais, là, oui, mais non. Je veux dire, à 50 ans, je ne fumerai pas. Ah, ben ça va être quoi qui va être différent à ce moment-là? Ou des fois, c'est juste, quand j'ai un patient qui dit, moi, ben là, à 25 ans, j'arrête. Ah, fait que c'est qu'est-ce qui se passe à 25 ans? C'est quoi qui est différent? Comment va être ta vie à 25 ans? Fait que, voyant qu'on parle d'années une discorde, c'est où je veux m'en aller, puis qu'est-ce que je fais, puis plus qu'on se rend compte que c'est pas pareil ou qu'il y a une distance, mais plus qu'on va peut-être vouloir amener un changement. Puis des fois aussi, on va pouvoir présumer qu'on connaît bien la personne. J'ai l'impression que le pote te cause du trouble avec tes parents, ça doit pas être facile. Fait que des fois, on va juste directement faire une affirmation, puis là, essayer d'amener la personne. On est plus, encore là, on n'est pas dans le blâme, mais je vais voir si c'est pas facile pour toi. Là, quand ça te cause plein de conflits, tu dois être tanné de ça. Fait qu'on va peut-être avoir une autre façon d'essayer d'aller chercher un petit peu l'autre versant de la médaille. Toujours ce qu'on dit des fois pour l'information. C'est assez... OK. On avait, c'est ça, avec tous les changements d'horaire. OK. Oh! On va aller un peu plus vite. Je pensais que c'était jusqu'à 2h30. Je m'excuse. Fait que on va avancer. Sinon, on aura une phase 2. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça, on a vu qu'il y avait quelques conflits d'horaire ici, mais je pensais avoir jusqu'à 2h30. Fait qu'on va aller un peu plus vite. Fait qu'on va aller à l'essentiel, faites-vous-en pas. Ça, c'est des bases d'attention motivationnelle, la confiance ou l'importance de changer. C'est d'autres échelles qui peuvent être intéressantes.
Encore dans l'entretien motivationnel, hein, c'est les grandes lignes qu'on peut aller, les questions ouvertes, les affirmations. Quand on dit une écoute réflexive, c'est que souvent, ça va aider la personne parce qu'on va dire à haute voix d'une autre façon, de façon sélective, certaines pensées, celles qu'on aimerait qu'ils abordent un peu plus, qu'ils aillent plus en profondeur. Puis encore là, dans l'optique d'amener un peu la balance des deux côtés, puis les résumés qui sont aidants. Fait que je vais passer par dessus... Tu n'as pas besoin d'aller si vite de toute façon, sinon, parce qu'on te réinvitera pour un deuxième. Ouais. OK. Pas tout de suite, quand tu auras du temps. C'est ça. Fait que je vais quand même voir. Fait que, écoutez, ce qu'on va faire, bien, ça, je pense, en tout cas, pour une prochaine fois, je pourrais aller plus en détail parce que j'avais vraiment fait des exemples, comme j'ai un petit peu plus concrets, ça l'aide à voir où on s'en va. Puis là, je vais quand même essayer de me rendre à un autre thème. Fait que l'entretien motivationnel, comme je dis, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis même là, c'est quelque chose, j'invite à aller lire là-dessus. Puis c'est pas compliqué, mais ça demande quand même un changement de notre façon de faire souvent. Autre approche, toujours la réduction des méfaits qui peut être intéressante. Hein, surtout, bon, ça des équipes qui vont dans le milieu, qui sont proches des patients. Quand ils ont de la misère à gérer leur consommation, on ne veut pas qu'ils se rendent à la rue, bien, au moins, des fois, les aider à être en fiducie, les cartes d'épicerie, etc. Puis, l'aider à se donner des objectifs, voir par d'autres portes comment y aller. Puis, peut-être, je vais m'arrêter là-dessus, puis j'en sors de la place pour un peu de questions. Oui, c'est ça, mais... Oui, 5 minutes encore, OK. Donc, ici, ce que je vous montre, c'est de savoir aussi, il y a des directives canadiennes d'usage de cannabis à faible risque. Donc, aussi, quand vous vous sentez mal pris, découragé, ou qu'est-ce que je peux dire, ne pas dire, c'est bon de savoir qu'il y a des recommandations, mais vous voyez, c'est, par exemple, essayer de consommer un peu plus vieux. On parle d'adolescence, évite les cannabinoïdes synthétiques, prends les produits à faible risque. C'est sûr qu'à travers tout ça, on évite complètement si tu es vulnérable aux problèmes de santé mentale. Ce qui ne peut être pas la réalité, mais en même temps, de savoir que c'est ça les recommandations canadiennes, des fois, ça peut nous aider. Par exemple, choisir des modes d'usage sécuritaire, ça peut être intéressant d'en discuter. J'essaie de diminuer, mais c'est difficile. Ça, c'est plusieurs ceux qui sont un peu prêts à changer. Hein, c'est d'essayer, on parle de cognition comportementale, de se faire des plans. Et souvent, on va avoir l'acronyme SMART que vous devez connaître. Elle essaie d'être vraiment avec des choses spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, puis temporellement définies. Fait comme ça va aider les gens justement aussi à vivre des succès, donc de ne pas aller trop vite. Bon, j'ai fumé un joint ce soir. C'est mieux de ne pas prendre les médicaments. Il ne faut pas faire de mélange. J'imagine que vous savez la réponse, mais ce qu'on dit tout le temps, c'est toujours mieux de prendre tes médicaments même si tu consommes. Donc, il y a plus de risques à ne pas les prendre qu'à les prendre. Fait que ça, je vais quand même passer là-dessus. On va passer là-dessus aussi. Donc, c'est autre chose. Puis, peut-être, à la limite, peut-être venir là-dessus, s'il y en a qui avaient des questions. Je ne sais pas si vous entendez parler du cannabidiol, hein, comme on a vu tantôt, qui semble être comme l'autre versant du THC. Est-ce que c'est un traitement? Ce que je vous dirais, c'est que pour l'instant, c'est seulement approuvé pour de l'épilepsie. Il y aurait moins de risques de psychose et de dépendance, mais ça reste une molécule pas encore très bien connue et étudiée. Fait que moi, la position médicale, c'est qu'on ne peut pas vous le prescrire, on ne peut pas dire comment. Puis l'exemple que je vous dirais, c'est ça. Si je vous dis, j'ai un nouveau traitement pour la psychose, tu as des pilules de 5 à 100 mg, ajuste la dose selon l'effet que tu ressens. Il n'y a pas encore d'études confirmant l'efficacité, mais tout le monde dit que c'est vraiment aidant, que c'est vraiment bon. On ne sait pas trop les effets à long terme, c'est fait naturel, puis à la limite, tu peux même choisir ta couleur de pilule. Là. Fait que veux-tu l'essayer? Si ton médecin voudrait te donner une pilule comme ça pour l'hypertension, je trouve que tout le monde dirait, mais voyons donc, c'est jamais de la vie. Hein, mais c'est un petit peu ça avec le cannabidiol présentement, c'est que c'est un petit peu, on ne sait pas quelle dose, on ne sait pas comment, on ne sait pas les effets. On souhaite, si on peut trouver, en tout cas moi je trouve que si on aurait un nouveau traitement, je serais juste contente, mais il faut qu'on étudie plus pour le savoir. Donc, c'est un petit peu ça aussi qui ressort dans les études. Donc, on va arrêter là-dessus. Oui. On va prendre les questions. Guy, toi, est-ce que tu avais reçu des questions?
Oui, tout à fait. J'ai 3 questions. D'ailleurs, bonjour, Dr. Plamondon. Bonjour. Bravo. Merci infiniment pour cette belle générosité. On en veut encore. On n'en a pas assez eu. Avoir les avoir la réaction des gens en ligne avec les grands sourires et des grands oui, là. Donc, assurément, vous serez sûrement notre invité à nouveau si vous nous offrez votre disponibilité. Première, Merci. première question. Alors, j'ai une dame, une professionnelle qui me pose la question, qu'est-ce qui détermine une intoxication aiguë? Est-ce qu'on détermine ça en termes de quantité, comme par exemple, est-ce qu'on pourrait dire qu'1 gramme de cannabis pourrait être considéré comme une intoxication aiguë? Donc, à partir de quand on parle d'intoxication aiguë? C'est une bonne question. Non, il n'y a pas de quantité justement arrêtée. Tu sais, ce qu'on sait, c'est que justement, quand on parle d'intoxication aiguë, intoxication, c'est vraiment le fait de ressentir les effets, dans le fond, du THC. Donc, il y en a qui vraiment, juste, quelqu'un de pas habitué va juste prendre une puff d'un joint, puis va ressentir ces effets-là, puis ça peut durer un certain temps, là, comme j'ai dit, là, 1 heure ou 2. Euh, Comme quelqu'un qui est très habitué, pour ressentir cet effet-là, va prendre 1 gramme d'un coup. Donc, il n'y a malheureusement pas justement de cut, de cut-off, je faisais, désolé l'anglicisme, là. Mais souvent, ce qu'on va suivre, c'est qu'on va regarder un peu l'effet de la personne. Si on voit que la personne, justement, souvent c'est assez visible, mais qui est ralenti, des fois les yeux rouges, c'est des choses qui vont nous aider. Ça ne veut pas dire, en intoxication, la plupart des gens n'ont pas de symptômes genre de psychose, hein. C'est plutôt rare que les gens vont avoir des symptômes de psychose. Ça peut plus être les autres, comme l'euphorie, le bien-être, la désinhibition, le ralentissement qui vont être visibles. Parfait, merci. L'autre question. Alors, toujours dans le cadre de la réduction des méfaits, qu'est-ce que ce serait la meilleure recette, la meilleure combinaison, en fait, l'équilibre qu'on doit avoir entre le THC ou le CBD? Est-ce que si on va à la SQDC, on a cette garantie qu'on aura un produit de qualité puis bien dosé, là? Oui. Bien, je dirais, ben, tu sais, le problème, c'est tout le temps ça quand même que j'ai à mes patients, c'est qu'en faisant de la réduction des méfaits, c'est de prendre le plus bas taux de THC possible et, tu sais, à la limite, et le plus haut taux de CBD. C'est à date ce qui est connu avec le moins de risque. Toutefois, je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune consommation qui est un risque zéro, hein. Puis, en plus, on n'est pas sûr, comme dit, des effets de CBD à long terme, mais avec les connaissances actuelles, tu sais, par exemple, à la société. Puis vous pouvez aller voir, hein, c'est ça, j'ai pas mon trip, peut-être je pourrais juste aller là-dessus. Je vais aller juste à la présentation de quelques références. Ah, tu vois, j'étais à la fin. Mais sur le site de la Société québécoise du cannabis est super bien fait. Ça peut vraiment être même des choses que j'encourage à regarder avec vos patients. Tu sais, de l'information sur le cannabis ou sur le THC, le CBD. Fait que ça peut être aidant, mais comme je dirais, ce qu'on sait au moins, comme je dis dans la réduction des méfaits, je dis, bien, au moins si tu vas en succursale, tu es sûr qu'il n'y a pas d'autres choses dans ton cannabis, c'est vraiment juste du cannabis. Puis, il y a quand même vraiment des niveaux différents. Puis des fois, le mieux, c'est soit vous d'aller voir sur le site ou même vous en parler avec vos patients. Là, j'avais un patient justement directement ce matin, disant, j'avais pris du 17%. Il a parlé à son intervenant qui avait fait de l'éducation là-dessus. Puis aujourd'hui, il nous est revenu. Puis il avait essayé finalement du 6% de THC, 6% de CBD. Fait qu'il y a vraiment eu un changement de comportement à la suite de l'intervention de son intervenant. Parfait, merci beaucoup. Et la dernière question, et j'en ai pas d'autres à l'écran, donc le cannabis versus le speed. Donc, on sait que dans nos équipes, beaucoup de nos patients vont consommer soit du speed, soit du cannabis, ou les deux même en combinaison. Donc, est-ce que le cannabis va provoquer davantage de psychose versus le speed? Est-ce qu'on a un pourcentage là-dessus? C'est la question qui vous est adressée. Ce qui est ressorti des études au niveau plus de la psychose toxique, donc juste le risque que ça développe de la psychose à long terme d'avoir juste consommé. Tu sais, le speed, c'est à peu près 1/3, puis le cannabis, c'est 1/2. Fait que c'est comme le cannabis aurait vraiment un petit peu plus de propension à pouvoir faire la psychose. Par exemple, c'est ça, une fois que quelqu'un a un trouble psychotique, là, je trouve que c'est difficile parce que vraiment, ça dépend des personnes, mais puis peut-être un peu comme vous voyez dans vos équipes, hein, mais moi, les
les patients que j'ai justement qui continuent à prendre des speeds, il y en a pour qui la psychose avec la médication est bien traitée, d'autres pas du tout, et vice-versa avec le cannabis. Donc, ça reste que c'est des cerveaux fragiles, puis ça reste que c'est des molécules qui peuvent causer la psychose. Donc, souvent, ce que je fais avec chaque personne, c'est de voir un petit peu c'est quoi les impacts dans la réduction des méfaits de chaque substance. Donc, quelqu'un qui prend speed et cannabis, mais qu'on voit que clairement, quand il prend du speed, il ne dort pas des jours, les voix reviennent, il se met plus dans le trouble. Des fois, puis il n'est pas prêt à changer, bien, des fois, on va peut-être focusser pour l'aider à diminuer, à contrôler le speed avant le cannabis, si on voit qu'il y a plus d'impact de cette substance-là. Et vice-versa, si ça se redresse. Mais c'est vrai que les stimulants, souvent, juste à cause du mode de vie associé, le fait qu'ils restent debout longtemps, et aussi associé à beaucoup de symptômes d'habitude. Bien, merci beaucoup, Dr. Plamondon. Ça a été très, très, très intéressant, très apprécié. Donc, oui, on va vous réinviter sûrement, éventuellement. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, la présentation est enregistrée et on aura aussi le PowerPoint qu'on va pouvoir vous envoyer. Donc, ben, merci à tous et bon vendredi après-midi. Au revoir. C'est ça.